Bonjour chères auditrices et auditeurs, nous revoilà avec Vosges Alternatives au nucléaire pour l'émission Radioactive. Nous allons continuer dans les explications, mais ce mois de mars est particulier parce que nous allons faire une fête qui n'est pas vraiment une fête, qui est plutôt un rappel d'un incident important qui s'appelle Fukushima. Pierre, nous te laissons nous présenter ce sujet. Oui, donc je trouvais important de faire une émission sur Fukushima parce que ça fait déjà 15 ans que cette catastrophe a eu lieu, donc il y a quasiment une génération ou une demi-génération qui n'est pas au courant de ce qui s'est passé. Et c'est quand même grave parce que c'est quand même la catastrophe nucléaire la plus importante du XXIe siècle, après celle de Tchernobyl au XXe siècle, qui est une catastrophe qui a été au niveau 7, c'est-à-dire le niveau le plus haut dans la gravité des accidents nucléaires. Alors qu'est-ce qui s'est passé le 11 mars 2011 ? Il y a eu un séisme d'une magnitude 9 qui s'est produit au large du Japon dans le Pacifique et qui a produit un tsunami. Alors déjà un tremblement de terre énorme au Japon qui a produit beaucoup de dégâts. Des dégâts qui ont été reconnus dans certaines centrales nucléaires. Et puis surtout un tsunami qui a été provoqué par ce séisme qui a déferlé sur les côtes du Japon sur environ 600 km de côte. La côte où se trouvait la centrale nucléaire de Fukushima, donc qui était là au niveau de la mer. Pour refroidir les réacteurs. Ce qui s'est passé, c'est que le tsunami, avec une vague de 14 mètres, a complètement envahi la centrale et a noyé les générateurs qui devaient refroidir les réacteurs en cas de panne électrique. Quand il y a eu le séisme, la centrale, les 3 réacteurs qui étaient en route au moment-là se sont arrêtés automatiquement. C'était un système de sécurité. Mais après, une fois qu'une centrale est arrêtée, le réacteur est toujours chaud et il est impératif de le refroidir. Or, s'il n'y a pas de générateur d'électricité qui permettent de refroidir, enfin d'actionner les pompes de refroidissement des réacteurs, eh bien, il se trouve que les réacteurs chauffent et finissent par provoquer des fuites, voire des explosions. C'est ce qui est arrivé. Donc là, on était le 11 mars pour le tsunami. Donc le 12 mars, on a eu le réacteur 1 qui a explosé. Donc, suite à une explosion d'hydrogène produite par tout ce qui s'est produit à l'intérieur du réacteur à cause de son réchauffement. La deuxième explosion le 14 mars avec le réacteur 3. Et puis encore 2 autres explosions le 15 mars pour les réacteurs 2 et 4. Donc en fait, il y a eu 4 explosions, 4 bâtiments réacteurs qui ont été concernés par cette catastrophe. Ce qui fait que la catastrophe a été considérée dans un premier temps un peu plus importante que celle que Tchernobyl. Mais en fait, dans les faits, par rapport aux retombées radioactives, Fukushima a produit moins de retombées parce que Tchernobyl c'était une explosion véritable de réacteurs avec la propulsion dans les airs des combustibles nucléaires, alors que Fukushima, les explosions ont eu lieu dans les bâtiments, mais c'était plutôt des réactions, des explosions d'hydrogène qui ont fait exploser les bâtiments, mais les cœurs des réacteurs sont restés quand même plus ou moins confinés. Voilà, donc qu'est-ce que ça a produit au final ? Eh bien, là, il y a 3 cœurs qui ont fondu et qui ont produit un corium. Donc le corium, c'est le combustible nucléaire, donc uranium, plutonium, qui fond avec l'ensemble de ce qu'il y a dans la cuve et qui produit une espèce de matière hyper radioactive qui est très chaude, qui peut aller jusqu'à 3000 degrés. Et qui fait fondre la cuve, et donc la masse du corium tombe dans l'enceinte de confinement, et là donc on a des fuites radioactives importantes. Donc quand ça rencontre le béton, quand il tombe dans la cuve de confinement, il mange carrément le béton, parce que le béton n'est pas fait pour supporter de telles températures. Donc on ne sait pas vraiment en fait si le corium est allé
Enfin, jusqu'où est allé le corium dans le sol, puisque personne n'y allait. Parce que les machines ne peuvent pas, aucune machine peut, c'est trop radioactif, quoi. Alors, aujourd'hui, on en sait un petit peu plus, mais vraiment très peu. On est quand même 14 ans 15 ans après la catastrophe. Donc, on envoie des robots dans des tuyaux qui vont aller voir ce qui s'est passé à l'intérieur des enceintes. Mais les robots tombent très rapidement en panne à cause de la radioactivité, justement. Donc, si même un robot ne supporte pas la radioactivité, oui, on n'imagine pas l'être humain. C'est très compliqué, ça brouille les images prises, ça fausse les mesures, c'est très compliqué à aller voir. Mais bon, quoi qu'il en soit, aujourd'hui, il y a 880 tonnes de corium au fond des 3 réacteurs, 1, 2 et 3, à Fukushima. 880 tonnes, c'est énorme. C'est toujours chaud. C'est toujours chaud puisque TEPCO, donc l'entreprise qui s'occupe de cette centrale, TEPCO donc a été nationalisée parce qu'elle n'était pas capable de supporter une telle catastrophe vu tous les dégâts qu'elle avait provoqués. Donc aujourd'hui TEPCO est nationalisée. Donc le choix qui a été fait au Japon, contrairement à Tchernobyl, c'est de de conserver le corium dans l'eau pour le refroidir. Et pour cela, comme il y a des fuites et que l'eau s'en va, ils sont obligés de pomper l'eau de la nappe phréatique, de la mettre dans les réacteurs, dans les 3 réacteurs, pour avoir toujours un niveau d'eau pour que le corium soit refroidi. Et en même temps, il faut pomper l'eau qui a été contaminée pour qu'elle n'aille pas dans la mer. Donc, ce qui fait que ça produit des stocks invraisemblables d'eau contaminée, fortement radioactive. Mais il y en a... on n'a pas entendu que oui. commençait à le rejeter dans la mer. J'allais le dire, moi j'ai entendu ça. Hein. Oui, voilà, donc une des conséquences de cette catastrophe, c'est on a trop de réservoirs, on ne peut plus continuer à mettre l'eau contaminée dans des réservoirs, il y en a trop. Donc on va finir par la rejeter dans l'océan Pacifique, après l'avoir traitée, qui permet de supprimer une grande part de la matière radioactive, mais qui ne peut pas, ils ne peuvent pas supprimer le tritium. Le tritium, donc, c'est un élément radioactif qui se retrouve dans l'eau, qui est difficilement filtrable. Et donc aujourd'hui, ils ont décidé de rejeter petit à petit, en diluant cette eau dans le Pacifique. Un train ça peut dérailler par accident, un tunnel peut s'effondrer par accident, un avion ça peut tomber par accident, une fusée ça peut foirer, ça peut arriver. Oui mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée c'est ce qu'on se tue à répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un câble ça peut casser par accident, une voiture peut déraper par accident, un incendie se déclarer par accident, un tuyau ça peut crever, ça peut arriver, mais pas aux centrales. C'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit. Un tunnel peut s'effondrer, une piste s'écrouler, un ingénieur mal calculé, un pétrolier peut s'échouer, une plateforme polluée et goudronner un océan. Le Titanic a coulé, le Tupolev est tombé et le Zeppelin a brûlé. Oui mais les centrales, c'est la technologie idéale, c'est la sécurité optimale, c'est l'infaillibilité totale. Le puisqu'on te le dit, 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 puisqu'on te le dit. Toute la journée c'est ce qu'on se tue à te répéter à la radio, à la télé, dans les journaux, puisqu'on te le dit.
donc, quand on retraite l'eau pour enlever des éléments radioactifs, qu'est-ce qu'on en fait de ces éléments radioactifs? Eh bien, c'est des déchets radioactifs qui mettent ça forme des espèces de boue radioactives qui mettent dans des containers qu'ils entassent. Voilà. J'ai posé une question de lambda. Est-ce que les poissons deviennent plus gros aussi? Alors les poissons, non, enfin, il y a eu plein d'études sur différentes espèces animales. Donc les poissons ont été particulièrement surveillés parce que les pêcheurs n'avaient plus le droit de pêcher. Et donc on surveille leur radioactivité. Donc au-delà d'un certain nombre de becquerels, le becquerel c'est une unité de mesure radioactive, les aliments ne peuvent pas être commercialisés. Donc on a quand même trouvé des poissons avec des milliers de becquerels. C'est un sujet grave au Japon. Puis il y a eu des études aussi qui ont été faites sur les papillons. Donc ça c'est une scientifique qui a fait des études sur la reproduction des papillons de Fukushima, une espèce bien particulière. Et elle a constaté des mutations et des anomalies génétiques de génération en génération. C'est ça. Et d'ailleurs, cette scientifique-là est décédée peu de temps après son étude, puisqu'elle est allée rechercher les papillons dans des zones fortement Il y a aussi les vaches, non, il y a un film qui parle de ça, oui. des vaches qui... Donc on le voit physiquement, les taches des vaches ont changé. Oui, c'est-à-dire que les vaches, mais pas seulement les vaches, il y a d'autres animaux comme les hirondelles aussi, ça a été remarqué. Il y a des petites taches blanches qui se produisent sur le pelage ou sur les plumes. Et ça montre... c'est un effet de la radioactivité. C'est pas forcément une mutation, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on remarque. En mangeant l'herbe, c'est ça Ouais, c'est ça. Les vaches, en fait, toutes les vaches qui étaient dans des secteurs contaminés ont dû être abattues. C'était une décision de l'État, puisqu'elles étaient contaminées, elles ne pouvaient pas être commercialisées. Donc les troupeaux entiers ont été abattus pour ça, pour éviter de distribuer de la viande contaminée. Mais ça a été contaminé comment du coup? Par la nappe phréatique ou par l'air? Alors Fukushima a contaminé tout le Japon en fait, puisque les vents n'étaient pas forcément toujours dirigés vers le Pacifique. Globalement, tout est parti vers le Pacifique, mais il y a quand même eu des périodes assez longues où les nuages très radioactifs ont étalé un peu leur radionucléide sur le pays. Donc en particulier sur les forêts, sur les pâturages, sur les rizières. Il y a eu beaucoup de terrains complètement anéantis par la contamination. Ils n'ont pas été sages, ces nuages, comme ceux de Tchernobyl qui n'avaient pas franchi la frontière. Non, ça a été pareil que de Tchernobyl, les nuages n'ont pas de frontières. Le nuage de Tchernobyl a fait le tour de la Terre, celui de Fukushima également. Il y a eu des répercussions partout dans le monde à cause de ces catastrophes. Mais bien sûr, ce n'est point grave. Par contre, quand même, j'ai entendu, tu m'as dit hors antenne, qu'on avait rapatrié tout le monde. Ah oui, ça c'était le jour de la catastrophe en fait. Le jour du séisme, le 11 mars, il y avait une dizaine d'employés d'Areva qui travaillaient à la centrale de Fukushima Daiichi. Ouais. Et ceux-là sont vite partis de la centrale en courant pour se réfugier très loin de la centrale. Et puis ensuite, donc Areva qui travaillait pour le nucléaire au Japon, ils travaillent main dans la main avec les Japonais. Puis le gouvernement français aussi, au moment où ça allait mal avec le réacteur 4, parce qu'en fait, le réacteur 4 avait une piscine remplie de plusieurs fois ce qu'on met dans un réacteur nucléaire, le réacteur a été déchargé, donc le combustible qui était dans le cœur a été mis dans la piscine. Et donc cette piscine, comme toutes les autres piscines de Fukushima, se trouve à 30 mètres de hauteur. Et le bâtiment du réacteur 4 avait subi une explosion. Donc il y avait un risque à la fois d'effondrement de la piscine, et puis surtout d'échauffement de la piscine, d'évaporation de l'eau, et de mise en contact avec l'air des combustibles. Et dans ce cas, les combustibles qui chauffent à l'air
ils peuvent s'enflammer tout seuls, il n'y a pas besoin d'allumettes. Et dans ce cas-là, ça s'appelle un feu de piscine, et c'est très peu connu, mais ça peut arriver. Et dans ce cas-là, comme les piscines ne sont pas mises sous confinement, comme les chœurs, eh bien, s'il y a un feu de piscine, là, on a un feu de combustible à l'air libre. Et là, ça crée le même problème qu'avec Tchernobyl, c'est-à-dire qu'on a la diffusion des radionucléides directement dans l'atmosphère. Ce qui s'est passé pour le réacteur 4, c'était quand même difficile d'avoir des infos parce qu'on ne pouvait pas trop s'approcher des réacteurs. Mais ce qu'ils apercevaient vaguement à travers les ruines du réacteur 4 qui avait explosé, c'était que la piscine manquait d'eau. Donc à ce moment-là, il y a eu un branle-bas-le-combat international, puisque les Américains aussi ont demandé à leurs ressortissants de s'éloigner de 80 km de la centrale, au moins. Donc ce qui prouvait qu'il y avait un réel danger de rester proche s'il y avait eu soit une nouvelle explosion, soit un incendie de combustible. Alors il y a eu plusieurs zones d'exclusion, ça a commencé assez tôt, ça a commencé par 5 km, 10 km, 20 km, enfin ils élargissaient au fur et à mesure de la catastrophe et des explosions qui arrivaient, donc ils sont allés jusqu'à 30 km, et donc les gens devaient partir rapidement, c'était un peu comme pour Tchernobyl, quoi. Il y avait des cars et ils devaient laisser leurs affaires et partir. Et on leur disait, bien sûr, vous pourrez revenir dans quelques jours quand ça sera plus calme, ce qui n'a pas été le cas. D'où le problème du bétail dans les fermes qui restait, comment on dit, entravé, là, qui restait là, ils ne pouvaient plus manger, ils restaient dans l'étable, point terminé, pendant... Oui, il y a eu des troupeaux entiers qui sont restés enfermés dans leur étable parce qu'ils n'ont pas été nourris durant l'exclusion. Ouais. Et aujourd'hui, les gens sont revenus ? Alors, il y a encore des zones interdites, mais progressivement, oui, les zones qui étaient interdites ont été réouvertes à la population. Parce que le gouvernement a décidé de décontaminer les sols en enlevant 5 à 10 cm de terre sur les sols qui n'étaient pas forestiers. Au Karcher, passer sur les toits, sur les trottoirs, sur les routes, enfin, toutes les surfaces lisses au Karcher. Et puis tout ce qui était terre, enlever la terre et la mettre dans des sacs. Et bon, tous ces sacs ont été mis, oui, voilà, ils ont été soit mis sur le bord des routes, soit enterrés directement. Et voilà, donc aujourd'hui, ils vont créer un grand centre qui va rassembler tout ça dans une seule et unique décharge au Japon. Les blancs pruniers sauvages, les pommiers rouges comme le sang, le ver dévorant du rivage, on nourrit mon âme d'enfant. Ô cerisiers en fleurs, hirondelles qui fendaient le ciel, mois d'avril qui troublait mon cœur, de ta fièvre mêlée de miel. J'ai vécu sans le savoir, plus riche qu'un roi. J'ai connu 102 printemps à Fukushima. Il y en eut de très doux, il y en eut de violents, printemps amers, souvenez-vous, printemps frileux de temps en temps. Il y en eut de terribles, brume de l'aube de la haine, midi qu'on croyait invincible, sur la cime du mont Ryozen.
Me voici, me voyez-vous, plus riche qu'un roi. J'ai connu 102 printemps à Fukushima. Ô jeunesse du monde, sous ton soleil radieux, le silence irradié nous gronde, qu'il est temps de se dire adieu. Adieu, ô prunier sauvage, cerisier fané maintenant, sur la boue verte du rivage, rendez-vous dans 2000 ans. Qu'aux enfants, toujours on raconte les hirondelles qui reviennent, avec au cœur beaucoup de honte. Je m'en vais sur le mont Ryozen. À quoi bon avoir été plus riche qu'un roi, s'il n'y a plus de printemps à Fukushima? Si je vois ça avec recul et peut-être juste avec un petit peu de tristesse, je dirais. Au début de la société de consommation dans les années 50, on avait les décharges où s'entassaient les choses parce qu'on commençait à apprendre à acheter. Et puis maintenant, on est envahi de poubelles. Ça va, en Europe, on peut dire que c'est encore géré. Mais d'autres pays, j'ai été dans d'autres pays où on vit dans les poubelles. Ça veut dire qu'en supplément, on aura les poubelles radioactives, mais il y aura de la place pour l'humain où, en finale? Ah ouais, c'est sûr que le Japon a réduit. Déjà que le Japon n'a pas beaucoup de superficie pour l'ensemble de sa population. C'est sûr que ça a réduit encore un petit peu la surface vitale du Japon. Mais on connaît un peu les techniques de l'État et de l'industrie du nucléaire. Tu peux peut-être parler des doses, enfin des doses acceptées et de tout ce qui a été remonté pour qu'on puisse revenir, pour qu'on puisse manger. Oui, effectivement. Donc, pour que les gens puissent revenir là où ils habitaient, les normes ont changé. C'est-à-dire qu'une catastrophe nucléaire, pour s'en sortir, un État est obligé de changer les normes. C'est-à-dire que ce qui était interdit avant devient la norme après l'accident. Donc, avant l'accident, la norme, c'était 1 millisievert. 1 millisievert, c'est une unité acceptée internationalement pour habiter quelque part. C'est à peu près ce qu'on reçoit chaque personne un peu par an. C'est acceptable et ça ne produit pas énormément de maladies. C'est ce qui est accepté socialement. Et là, pour que les gens reviennent chez eux, ils ont augmenté les normes à 20 millisieverts par an. 20 fois plus. Quand on sait les effets de la radioactivité sur en particulier les enfants, les fœtus, c'est quelque chose d'inacceptable, mais ce qui fait que la population n'est pas trop revenue en connaissant ça. C'est surtout des gens assez âgés qui tenaient à leur terre, à leur maison, qui sont revenus habiter, mais le gouvernement peine à faire revenir la population. Par contre, ce que l'on leur demande, le gros changement, c'est que une fois qu'ils sont revenus chez eux, on leur demande de faire attention aux hotspots, aux endroits où il y a beaucoup de radioactivité. Donc on leur dit évitez ci, évitez ça, ne rentrez pas vos chaussures dans vos maisons. Voilà. Ouais. Donc c'est eux qui sont finalement responsables de la dose qu'ils prennent. Donc c'est ça la solution à la catastrophe nucléaire. C'est l'autogestion de la dose. C'est ce qui est arrivé avec le programme Ethos autour de Tchernobyl, c'est-à-dire qu'on rend les gens responsables et c'est plus à l'État de les surveiller, c'est la résilience. On n'en est pas loin avec les pesticides aussi. Oui, c'est pareil. Oui, c'est un peu le même genre. Mais en cas de catastrophe, quand même, je pense que le prix d'une maison
il a dû dégringoler. Ah bah c'est sûr que les Quand maisons ne il y a une valent plus rien. catastrophe, le terrain, les maisons, Ça ne vaut plus rien. le prix égale presque zéro, quoi. Mm. Or, il faut quand même payer les traites. Ah oui, voilà, le problème Ouais. c'est que les gens ont dû évacuer. Alors il y a eu des évacués obligatoires, c'est l'État qui l'a décidé. Puis il y a eu aussi les évacués volontaires, c'est-à-dire ceux qui ont estimé qu'ils vivaient dans une zone contaminée et qui sont partis quand ils sont partis. Donc ceux qui ont été évacués par l'État, ils ont reçu des indemnités compensatoires, si on peut compenser quelque chose. Donc, ça leur a permis de continuer de recevoir leur salaire, de payer les traites de la maison qu'ils avaient construite. Ouais, en faisant des dossiers très compliqués. Ça leur a permis de vivre dans des préfabriqués pendant des années et des années, sans forcément revoir leur maison. Puis sinon, les évacués volontaires, eux, ils n'ont rien. C'est-à-dire qu'ils ont quitté une zone contaminée pour leur santé, mais ils ont laissé tout. Leur terrain, leur maison, ils n'ont plus rien. Donc, je pense qu'ils cherchent à la vendre au plus offrant. Oui, après, oui, mais en attendant, il faut vivre. Hein. Donc je pense que c'est des gens qui avaient les moyens un petit peu, et puis qui ont peut-être de la C'est ça, famille. il y a Ça un doit avoir perdu un peu de valeur. Hein. Ah, je sais pas, non, mais Je je dis sais pas ça si moi ça par apporte la hasard, que habiter à côté d'une centrale nucléaire, le prix de la maison il est cher, mais en cas d'accident, on peut estimer qu'il est encore aussi cher. Non, parce qu'à côté d'une éolienne, l'éolienne elle tombe, est-ce que le prix de la maison, est-ce qu'il dégringole? Oui, si l'éolienne tombe sur la maison. Sur la maison, voilà. Il faut que l'éolienne soit tombée sur la maison, mais le Mais prix sinon, du terrain ouais. est toujours bon quand même. Oui, oui. Alors Pierre, j'ai encore une fois joué la mouche du coche. En France, on est tellement bon que ça ne peut pas arriver. Puis en plus, un tsunami, c'est impossible. Alors, en France, ça peut arriver parce qu'en fait, les centrales nucléaires fonctionnent toutes de la même manière dans le monde entier. On fait bouillir de l'eau avec du combustible nucléaire. Et même si on arrête même s'il n'y a pas de tsunami, même s'il n'y a pas de tremblement de terre, il suffit juste d'arrêter le refroidissement d'une centrale nucléaire pour qu'elle finisse par exploser. D'ailleurs, Donc il y a le risque de l'explosion nucléaire est permanent en France. Autant quand il y a comme eu les ailleurs. canicules, alors on nous dit qu'ils arrêtent une telle centrale. Ils font comment? Parce qu'ils n'arrivent plus à refroidir, parce que ça chauffe trop les fleuves. Oui, dans ce cas-là, ils arrêtent réacteur. la production d'électricité. Donc ça chauffe moins le fleuve. Moi, je voulais juste, avant de finir l'émission, que tu nous dises aussi, parce qu'il y a quand même, je pense, l'industrie du nucléaire, dans cette histoire, elle s'en sort bien, et même elle est plutôt contente, puisque c'est un véritable laboratoire qui a eu lieu là-bas. Et peut-être que tu peux quand même nous dire les conséquences que ça a eu au niveau international, c'est-à-dire qu'est-ce qui a pu changer en 2 mots. Alors, c'est vrai que c'est une aubaine pour une catastrophe nucléaire, c'est une aubaine pour l'industrie nucléaire parce qu'effectivement, ça crée des emplois. Si on prend le site de Fukushima, il y a depuis 2011 entre 3 et 5 000 personnes qui sont sur le site de la centrale et qui travaillent tous les jours. Donc là déjà, il y a un énorme potentiel de création d'emplois. Et puis, il y a toute la technicité, toute la robotique qui est en train de faire de grands progrès pour faire des machines qui vont dans la radioactivité, des robots qui sont efficaces, etc. Bon, jusqu'à maintenant, ils ont réussi à prendre 0,7 grammes de corium pour voir ce que c'était que le corium. Sur les 880 tonnes, il y a encore de la marge. Et donc sur ces créations de plusieurs milliers d'emplois, plus dans la robotique, en fait, ça représente un coût donc qui est directement inclus dans le prix du courant électrique. Alors évidemment, vu que TEPCO a été nationalisé, ces milliards et milliards d'euros qui sont dépensés pour démanteler et contenir Fukushima, ce sont les Japonais qui le payent dans le prix de l'électricité, dans leurs impôts. Voilà. Et hors micro, vous parliez des retours d'expérience. Oui. Là. Donc le retour d'expérience, en fait,
Donc il y a un retour d'expérience international. Tout le monde a eu peur pendant la catastrophe, tout le monde a serré les dents. Et donc il y a eu des conséquences sur les demandes de niveau de sécurité des centrales nucléaires dans le monde. En France, ça s'est traduit par une décision qui s'appelait le grand carénage. Donc c'est une révision d'abord des tests de toutes les centrales, et puis une révision des normes de sécurité avec par exemple des moyens de refroidissement redondants. Hein, s'il y a un moyen de refroidissement d'une centrale qui tombe en panne, il faut qu'il y en ait un autre qui fonctionne, parce que c'est vraiment vital pour la centrale. Le grand carénage en France, ça va coûter 66 milliards d'euros, donc c'est toujours une somme rondelette qui sera aussi sur notre facture d'électricité ou dans nos impôts. Mais c'est aussi fait pour faire durer plus longtemps les réacteurs qui ont été prévus pour durer 30 ans. Et donc là, on va les faire durer 60 ans, voire plus. Mais non.